Nous allons donc commencer cette première table ronde, le cas clinique entre singulier et universel. Vous voyez qu'on commence avec une question absolument décisive et peut-être l'une des plus difficiles à interroger autour des intersections éventuelles ou des liens éventuels entre ces trois champs, psychiatrie, psychanalyse et psychologie clinique. On démarre avec, au fond, également une question qui traverse toute l'histoire de la pensée depuis le 5e siècle grec, la question, les catégories aristotéliciennes, tension entre le singulier et l'universel qui pose énormément de questions très compliquées, et je pense qu'on va pouvoir y réfléchir. Alors, on va commencer par l'intervention de Bruno Falissard. Je voudrais d'abord vous dire quelques mots. La plupart d'entre vous le connaissent, bien évidemment. Bruno Falissard est polytechnicien, médecin, PUPH, professeur des universités, praticien hospitalier, psychiatre et pédopsychiatre, biostatisticien, directeur d'une unité INSERM, membre de l'Académie de médecine. Bon, je ne vais pas tout dire parce que sinon on prendra tout le temps. Voilà. Et on le remercie beaucoup d'être là. Bruno va nous parler du singulier et de l'universel, comment deux impasses épistémologiques ont pu empêcher l'émergence d'une authentique science du patient. Je voudrais juste signaler, parce que qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages. Le tout dernier, qui est très intéressant, qui donne une place tout à fait spécifique à la psychanalyse, je vous le recommande, s'intitule « Soigner la souffrance psychique des enfants » chez Odile Jacob. Et il y a un livre pour lequel moi j'ai une affection particulière, qui est un livre ancien que Bruno avait écrit, « Cerveau et psychanalyse », où il y a des modélisations extrêmement intéressantes et sur lesquelles on devrait essayer de travailler, si tant est qu'on arrive à saisir un peu les modèles mathématiques. Pas toujours évident, mais bon. Voilà, Bruno. Voilà. Ben, merci, bonjour à tous. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir forcé à réfléchir à ce sujet diaboliquement compliqué. Parce qu'on évite toujours de réfléchir aux sujets compliqués, et on a tort, après tout. Et puis, merci de m'offrir cet espace de liberté où je vais dire des choses, bien sûr, dont je ne maîtrise pas tout, mais ça fait partie du jeu, on va échanger. Et alors d'abord, universel et singulier, en fait, rien n'est universel et rien n'est singulier, c'est juste une évidence. Et donc, a priori, la question ne devrait même pas se poser. Mais pourtant, c'est vrai qu'elle structure quelque part un peu des clivages, des oppositions, dans le monde du savoir, dans le monde académique, jusque à des recrutements d'enseignants-chercheurs, donc c'est extrêmement concret. Et quand on regarde dans le détail, ben, comme le disait Alain Vanier, c'est un sac de nœuds depuis toujours, et entre des éléments rhétoriques, parce qu'on va dire « ah ben non, de toute façon c'est universel, ah ben non, le patient est unique, donc ah ben, on ne peut rien dire de plus, alors s'il est unique, ben, voilà, alors il n'y a pas de reproductibilité, il n'y a pas de science possible, et donc du coup, ben, alors qu'est-ce qu'on fait? On en parle, et de l'autre côté, ben, tous les humains sont pareils, alors qu'on sait bien que c'est faux. Bon, alors donc il y a de la rhétorique, et puis il y a de l'histoire, de la sociologie, de l'histoire des idées, etc. Alors, comme il me reste 18 minutes, en fait, ça va simplifier beaucoup la situation, et je vais prendre l'angle d'attaque par l'histoire des idées, parce que, en fait, les anglo-saxons ont beaucoup travaillé sur ce sujet à propos du clivage qu'ils proposent entre les sciences de la nature, les sciences sociales et les humanités. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'en France, on n'a pas exactement le même clivage. Vous savez, on parle des sciences dures et des sciences humaines et sociales. Et en fait, la notion de sciences humaines dans le monde anglo-américain n'existe pas. Il y a des sciences sociales et il y a des humanités, qui ne sont pas des sciences. D'ailleurs, c'est curieux, l'histoire, pour eux, est dans les humanités, alors que moi, j'aurais mis l'histoire dans les sciences sociales. Mais voilà, donc il y a ce clivage. Alors, comment ils l'expliquent? Eh bien, ils disent qu'il s'est passé quelque chose de très fort à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et ils citent un auteur français. Donc, si des auteurs anglo-américains citent un auteur français comme étant à l'origine de ce clivage, c'est que ça doit sûrement vouloir dire quelque chose. Et cet auteur français, c'est Auguste Comte.
qui pour nous n'est pas forcément quelqu'un de très mis en avant. Et donc vous savez qu'Auguste Comte propose une évolution du savoir qui d'abord a une forme théologique, les gens voient Dieu partout, et puis après métaphysique, c'est-à-dire on met des concepts abstraits sur les choses, la théorie des humeurs en médecine, donc c'est quelque chose d'abstrait qui ne recouvre pas vraiment ce que nous on sait maintenant de la constitution d'un corps humain, mais Hippocrate fonctionnait autour de ça, et puis un stade ultime, et qui pour lui est l'achèvement de la pensée humaine, le stade positif. Alors, le stade positif de l'accès à la connaissance, c'est, il y a de la matière extérieure à nous, que l'on peut observer, il y a des forces qui agissent sur cette matière, et on peut trouver des lois qui articulent ces forces et cette matière. Et on mathématise tout ça, et ça marche. Il y a une puissance concrète. On va sur la Lune, on a des smartphones, une puissance intellectuelle, il y a de la jouissance à trouver des lois. Et alors, ça a un effet collatéral qui est celui de l'universalité, c'est que quand on mathématise, en fait, quand on dit que dans l'espace, il y a des choses avec des coordonnées, dans l'espace et dans le temps, en fait, du coup, tout est pareil, tout est universel, puisque l'espace, une position x, y, z, une autre position x', y, z', en fait, c'est quelque part, c'est la même chose, et dans le temps, il y a des secondes. Entre la seconde numéro 1 et la seconde numéro 2, et puis 1000 et 1001, il y a le même intervalle de temps, alors qu'on sait bien que dans la vie, toutes les secondes ne se valent pas. Mais si on mathématise le temps, tout se vaut. Et pareil pour la température. La température, on a chaud, on a froid, on sait bien qu'entre 0 et moins 5 degrés, ça ne fait pas le même effet qu'entre 10 et 15 degrés, alors qu'il y a 5 degrés de différence. Donc il y a une espèce de mise à plat avec la mathématisation de l'univers qui fait qu'on met un pied dans l'universalité. Et puis donc vous voyez qu'en fait, là on est dans le discours, c'est-à-dire on mathématise l'univers, et la mathématisation, c'est proposer un discours sur l'univers, un discours à base de mathématiques. Mais c'est vrai que concrètement, quand on fait des manips, c'est vrai que quand on dit, par exemple, un atome d'hydrogène, c'est un atome d'hydrogène, qu'il soit ici ou qu'il soit dans une autre galaxie, en fait, ce sera toujours le même atome d'hydrogène, avec un proton, un électron. Vous voyez, quand on parle de l'hydrogène, implicitement, il y a de l'universalité. Alors qu'en fait, un atome d'hydrogène peut être excité d'une infinité de façons, et donc il y a une infinité d'atomes d'hydrogène possibles. Donc vous voyez, même à l'intérieur de la physique, nous mettons de l'universel, alors que la physique ne le revendique pas. Donc ça, c'est la science positive, qui a eu un succès qui persiste aujourd'hui, et qui marche. Le vaccin ARN, ça vient de la science positive, et je le remercie. Et ça c'est rentré en congruence, ce positivisme, avec une évolution de la société qui est la modernité. Vous savez qu'au même moment, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme. Et les hommes sont égaux. Et s'ils sont égaux, ils sont identiques. Alors je sais bien que ça ne voulait pas dire la même chose, mais enfin quand même, si on est égaux, on est identiques. Et donc vous voyez qu'il y a socialement une organisation des connaissances autour du positivisme et puis une idéologie moderne qui s'imbrique l'une dans l'autre pour promouvoir un universalisme. Et puis il y a une réaction à ça que proposent les historiens des idées. Réaction qui vient à peu près 50 ans après, donc moitié du XIXe siècle, fin du XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle. Alors avec un philosophe allemand, je crois qu'il est philosophe, Wilhelm Dilthey, qui lui s'insurge contre ça. Et il dit, il y a des sciences de la nature, d'accord, mais il y a des sciences de l'esprit, et c'est pas pareil. Ça peut pas être pareil. Alors il dit, un truc dont on peut discuter, il dit, on explique la nature et on comprend la vie psychique. On devine ce qu'il peut vouloir dire, c'est que, on explique la nature est extérieure à nous, donc on l'explique avec des lois, comme le propose Auguste Comte, mais la vie psychique, elle est intérieure à nous. Donc du coup, pour l'observer, c'est compliqué, puisqu'elle est intérieure à nous. Et donc ce qu'on peut faire, c'est la comprendre. Et du coup, il n'y a pas des lois avec la vie psychique, on va comprendre le sujet avec de l'herméneutique. Alors l'herméneutique, on parle, et puis il y a des mots, des phrases
et on va y mettre du sens, et ce sens, en fait, c'est très compliqué. Comment on met du sens sur un texte, sur un discours? Mais on le voit globalement. Il y a une première approche de sens qui émerge, et puis on se concentre sur les phrases, et les phrases, on les interprète aussi en fonction de la globalité du corpus. Et puis en comprenant chaque phrase mieux, eh bien, le corpus dans sa globalité nous semble plus clair. Et comme il nous semble plus clair, on comprend mieux les phrases qu'il y a dedans. Et c'est ce qu'on appelle le cercle herméneutique. En travaillant sur le texte, sur le discours du patient, en l'occurrence, eh bien, on va rentrer, on va construire un sens qui va devenir de plus en plus saillant et qui va tout d'un coup nous faire comprendre ce qui se passe en face de nous dans la relation médecin-malade et dans l'écriture de textes sur la psychiatrie. Et donc, on comprend que là, on n'est pas du tout, c'est pas des lois du tout, c'est de l'herméneutique. Il y a deux univers complètement différents. Et en plus, d'autant plus différent qu'on n'est pas du tout mathématisé. Alors, on utilise le langage naturel, et le langage naturel est radicalement différent du langage mathématique. Et alors, c'est une évidence, mais quand on regarde comment fonctionne le langage naturel, en fait, c'est diaboliquement compliqué. Et les linguistes, pour moi, ont trouvé quelque chose que je trouve très éclairant, c'est la double articulation du langage phonémique-monémique. C'est-à-dire, quand on décrit avec des sons pour communiquer entre nous comment est le monde, en fait, le monde est tellement compliqué qu'il faudrait des sons d'une infinie variété. Et c'est impossible, ça serait impossible à apprendre aux enfants. Et donc, en fait, dans toutes les langues, il y a des phonèmes. Bon, en gros, les voyelles et les consonnes. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Donc, déjà, il y en a une trentaine par langue. Donc, on réduit considérablement la complexité des sons. Et avec les phonèmes, on les articule pour faire des monèmes. Alors, ce n'est pas vraiment des mots, parce que le mot jument, il y a deux monèmes, le fait que c'est un cheval et que c'est féminin, mais il y a des unités de sens comme ça qui permettent, quand on les articule les unes avec les autres, de faire des phrases et de pouvoir échanger entre nous. Alors qu'en mathématiques, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'y a pas de phonème, il n'y a pas de monème, il y a des éléments qui sont articulés avec des lois formelles. Mais ce qui se passe en plus dans le langage, c'est que certains monèmes ressemblent à d'autres. Par exemple, une femme et une flamme. Par exemple, la mère et la mère. Et ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ce qui fait que quand on parle, en fait, on en dit plus que le contenu objectif des mots que l'on prononce. Vous le savez, enfin, je pense que si je vous le dis ici, ça résonnera de façon assez évidente. Et du coup, là, c'est vrai qu'en termes vraiment de transmission des connaissances, ça n'a rien à voir avec l'approche positive. L'approche positive a horreur de la polysémie. Il faut que le discours de la science soit monosémique, parce que sinon il y a ambiguïté. Et s'il y a ambiguïté, alors tout part en eau de boudin. Si en mathématiques il y a des ambiguïtés, tout s'effondre. Et donc on voit que là, il y a une séparation très forte, et avec cette notion de science de l'esprit qui en plus est articulée avec la postmodernité. Donc on voit les sciences positives, la modernité, et puis les sciences de l'esprit, la postmodernité, où la postmodernité arrive à peu près au même moment, historiquement, et c'est un courant, alors avec des auteurs comme Nietzsche, Marx, Freud, bien sûr. Nietzsche qui dit qu'il n'y a pas de vérité, voilà, dans la modernité, l'homme est rationnel, il y a des vérités, c'est universel. Nietzsche dit non, il n'y a pas de vérité, il y a des contextes, et puis voilà, la vérité absolue, ça n'existe pas. Marx, il dit tous les humains ne sont pas égaux, ils ne sont pas identiques, il y a des classes sociales, et ça détermine des choses qui sont monstrueusement importantes. Je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis juste que c'est écrit comme ça. Et puis Freud qui dit l'humain rationnel, bof, il y a des humains qui font tout pour se pourrir la vie, donc ce n'est pas forcément rationnel. Et donc vous voyez, on a une idéologie moderne positive et une idéologie postmoderne singulière. Eh bien, aujourd'hui, on en est toujours là. On en est toujours là, et c'est structurellement extrêmement fort dans notre société. Je crois qu'on le voit, cette épidémie l'a quand même bien mise en évidence. Les tensions que l'on voit relèvent un peu de ça aussi. Alors, il reste 7 minutes. On explique, c'est bien, mais après, il faut essayer de proposer des solutions pour dépasser ce problème. Alors, certains vont dire, est-ce que c'est un problème ? Après tout, on peut cohabiter. Il y a des sciences positives avec de l'universel qui n'en est pas un. On l'a bien vu.
deux atomes d'hydrogène ne sont pas forcément identiques. En fait, il y a une rhétorique d'universalité portée par les sciences positives qui vient du langage, du discours qu'elle utilise. Et puis, dans la singularité, oui, il y a un discours en langage naturel que j'émets à propos d'un sujet. C'est différent, mais en fait, quand on est psychiatre, psychologue ou psychanalyste, comme c'est l'intitulé du colloque, on a des patients en face de nous et on voit bien qu'il y a quand même des régularités dans ce qu'on voit en face de nous. Et donc, rien n'est complètement singulier. Et si tous les patients étaient substantiellement, complètement différents les uns des autres, le métier serait un enfer total. Enfin, on serait obligé de réinventer une clinique chaque fois qu'on est en face d'un patient, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Et donc, quelque part, même les savants de la singularité, des sciences de l'esprit, ils tirent des régularités de ce qu'ils étudient. Alors, donc on peut dire, oui, il y a une séparation artificielle des deux, qui ne sont pas aussi clivées qu'on le dit, mais qui, méthodologiquement, sont fortement différentes, parce que les unes sont organisées autour d'un discours monosémique, et puis pas les autres. Alors d'accord, possiblement, mais je trouve que ça ne suffit pas de dire qu'il y a une cohabitation. Je trouve que, et ça a été dit dans l'introduction à ce colloque, quand même il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que les uns et les autres ne se comprennent pas, et même les uns et les autres ont une certaine forme de détestation mutuelle. Il y a un ressentiment. Et c'est pas bien, c'est pas bien. Si nous avons besoin de comprendre la clinique, nous devons la comprendre ensemble, et nous devons essayer de nous comprendre mutuellement et de nous nourrir mutuellement, plutôt que de nous détester. Et donc moi je vous propose de nous poser deux questions qui sont susceptibles de relativiser ce clivage et de mieux nous comprendre mutuellement. Alors c'est deux grandes questions. La première, c'est quid de la légitimation, de l'adéquation entre le discours que l'on a et la chose que l'on étudie. Vous voyez, que l'on soit un spécialiste des sciences de l'esprit ou des sciences de la nature, nous avons un discours sur des choses. Et nous considérons que ce discours est légitime. Eh bien, pourquoi est-il légitime? Et je trouve que, quelle que soit la science que vous prenez, c'est pas clair. C'est pas clair. Et d'ailleurs, alors ceux qui ont le plus avancé, curieusement, c'est les physiciens. Alors les physiciens ont discours sur quoi? Sur la matière inanimée. Donc les physiciens ont essayé de réfléchir sur la légitimité de leur discours par rapport à la matière inanimée. Et ils l'ont évacué récemment en disant que, qu'est-ce que la matière? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est de la métaphysique. C'est-à-dire que le soir, à table, après avoir bu du vin, ils en parlent entre eux. Finalement, mais la mécanique quantique, ça dit quoi vraiment? Alors, bon, voilà. Et puis ils en parlent avec des philosophes. Et le problème est toujours ouvert. Et donc ils disent, d'accord, c'est compliqué, mais ce n'est pas notre objectif à nous. Nous, c'est complètement opératoire, on fait des mesures, et puis il y a des lois, et puis on est ravis de jouer avec ça. Quand on est chercheur, on est payé pour ça, on est payé pour jouer avec des lois et en trouver d'autres. Et on nous fout la paix parce que grâce à nos lois, on va sur la Lune, on fabrique des smartphones, et donc la société est contente, et nous, on est contents parce qu'on joue avec nos lois. Et puis le soir, on essaie de réfléchir à ce qu'on fait, mais c'est séparé. Et au moins, c'est public, c'est-à-dire c'est affirmé, c'est comme ça. Alors après, la biologie, c'est pas si clair, parce que la biologie s'intéresse au vivant, mais la définition du vivant, figurez-vous qu'il y a un vrai problème avec les définitions du vivant. Vous savez, il y a une éthique du vivant, enfin le vivant c'est noble, quoi. Sauf que la définition du vivant, elle est donnée par les biologistes qui sont des professionnels et qui ont bien sûr un conflit d'intérêt évident avec le vivant. Et les biologistes donnent une définition du vivant, vous savez, qui est très bizarre. Le vivant, il faut qu'il y ait des cellules avec des parois, il faut qu'il y ait de l'évolution, etc. En gros, le vivant, c'est ce qu'ils voient sous leur microscope. Mais de quel droit ont-ils de définir leur objet d'étude, alors que pour nous, en utilisant un mot qui a une résonance humaine extrêmement forte, quand on parle du vivant, c'est quelque chose de chaud.
C'est quelque chose de puissant. Aujourd'hui, le réchauffement climatique, il pose un problème pour l'avenir de la vie sur la planète. Et pas la vie au sens de la définition des biologistes, au sens de la vie, de ce qui bouge, de ce qui a de l'énergie, de ce qui meurt. Et ça n'a rien à voir avec la définition des biologistes. Et donc, du coup, quelle est la légitimité du discours des biologistes sur la chose qu'ils étudient? Je pense qu'ils ne sont pas clairs avec ça. Je ne dis pas que ce qu'ils étudient et les travaux qu'ils ont ne sont pas intéressants, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ça conduit à des vaccins ARN, et je remercie encore une fois le vaccin ARN, il n'y a aucun problème. Mais je m'interroge sur la légitimité de leur discours par rapport à la chose qu'ils étudient. Alors après, bien sûr, on va arriver aux neurosciences cognitives. Il y a un discours des neurosciences cognitives, mais quelle est la chose qu'ils étudient? Quelle est la légitimité de leur discours par rapport à la chose qu'ils étudient? Et même, là je reviens, quelle est la chose qu'ils étudient? Quelle est la chose étudiée par les sciences cognitives? Alors en principe, ça devrait être la vie intérieure. C'est le sujet pensant. Le sujet pensant, c'est l'intériorité. Puisqu'il paraît qu'il y a une universalité, en tout cas c'est un résultat anthropologique, il y a une universalité de l'intériorité chez les humains, quel que soit l'endroit où on est sur la planète. Donc en principe, les sciences cognitives s'intéressent à décrire l'intériorité des humains. Ouais, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas complètement évident qu'il y ait une légitimité à dire que l'intériorité des humains puisse être caractérisée comme un système traitant les informations, puisque c'est ça la définition des sciences cognitives. Et encore une fois, j'ai rien fondamentalement contre ce paradigme. Ce paradigme est efficace, conduit à des résultats passionnants. Mais quelle est sa légitimité? Alors après, on va s'intéresser à la légitimité des sciences de l'esprit. C'est que les sciences de l'esprit qui s'assoient sur la singularité, mais quelque part elles généralisent. Il y a un discours de généralisation dans les sciences de l'esprit. D'ailleurs, dans les textes de Freud, c'est marqué régulièrement, il dit j'ai vu 3-4 patients obsessionnels, en fait ils sont tous comme ça. Alors on se dit, mais pourquoi il dit qu'ils sont tous comme ça? Il en a vu 4 et il dit qu'ils sont tous comme ça. Il est fort, hein? Donc, quelle est la légitimité de la généralisation dans les sciences de l'esprit? Pour moi, c'est pas clair. C'est pas clair. Donc ça, c'était la première question. Et puis, il y a une deuxième question qui est très concrète, qui est beaucoup plus rapide, c'est la question de l'institutionnalisation de la critique. C'est que, si vous dites, pas vous, si on dit qu'on fait des sciences de l'esprit, c'est des sciences, c'est pas de la littérature. Parce que je peux écrire un roman où je vais décrire un humain. Et j'ai tous les droits quand je suis romancier. J'ai tous les droits. Après, mon roman, il aura du succès ou pas. Il sera lu ou pas. Il sera compris ou pas. Mais c'est une autre histoire. J'ai tous les droits en écrivant un roman. Quand je fais des sciences de l'esprit, c'est pas pareil. Normalement, dans la science, il y a de la critique. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la science. C'est une œuvre collective dans laquelle la critique a une place fondamentale. Et d'ailleurs, vous savez, dans les sciences de la nature, en ce moment, il y a une crise de la critique, puisque la critique, c'est la publication dans des revues internationales, la comité de lecture, avec des reviewers qui critiquent ce que vous faites. Et il y a de la reproductibilité c'est de la critique. Et aujourd'hui, il y a un problème de reproductibilité, de critique, avec les revues, vous êtes au courant, mais institutionnellement, la science est en train d'essayer de se réformer à ce propos. En tout cas, c'est institutionnalisé. À propos des sciences de l'esprit, je trouve que c'est pas si clair. Où est la critique dans les sciences de l'esprit? Et d'ailleurs, puisqu'il y a de la psychanalyse ici, la psychanalyse c'est quand même beaucoup Freud, est-ce qu'on est assez critique avec Freud? Moi je trouve pas, c'est pas, je sens qu'on est mal à l'aise. Hein. Il a dit des conneries, forcément, hein. Tout le monde dit des conneries. Et moi je trouve que la critique de Freud, c'est pas assez. Il y en a eu, hein, je suis d'accord, il y en a. Mais bon, on s'excuse presque. Hein. Je trouve que c'est pas bien. Je trouve que les sciences de l'esprit devraient gérer institutionnellement la critique au sein de leur discipline. Et je pense que si aujourd'hui elles sont en tension, c'est en particulier à cause de ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir poussé à réfléchir à tout ça. Et s'il y a des questions, je serai ravi d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup Bruno, c'est
C'était tout à fait passionnant. Je reconnais ta démarche, celle d'un vrai scientifique, et c'est pour ça que, me semble-t-il, voilà, c'est pour ça, me semble-t-il, que nous ne pouvons pas travailler sans la science. Nous devons, enfin, la psychanalyse fait cortège à la science, disait Lacan, mais c'est vrai, c'est tout à fait essentiel. J'ai trouvé très intéressant que tu ouvres par Auguste Comte, parce qu'il me semble véritablement incarner la double face à la fois d'une démarche scientifique et en même temps la façon dont elle se développe dans le social, c'est-à-dire vraiment ce qui est devenu le positivisme à la fin, c'est-à-dire la science comme religion. Hein, si on voit le Brésil, etc., et la fondation des États, ça me paraissait une question tout à fait importante. Et donc, c'est vrai aussi, puisque tu as fait mention de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la question qui s'est posée tout de suite, et c'est le drame dans lequel nous sommes, finalement, c'est cette dictature de la raison, puisque très vite, le problème s'est posé de la folie, c'est-à-dire qui objecte à cette raison commune, qui était aussi le bien commun universel. Voilà. Et c'est vrai d'ailleurs que quand on parle de singulier et d'universel, ça, les psychanalystes oppose les deux parce que Lacan a critiqué la notion d'universel, qu'il a accentué la question du singulier, qui devient aujourd'hui une sorte de bannière. On se demande si derrière ça se cache pas le moi c'est moi, hein, de l'absolue singularité, qui serait au fond une sorte de bénéfice narcissique clandestin de cet idéal. On rappellera que les catégories aristotéliciennes sont un peu plus complexes. Il y a d'autres catégories, il y a le général, le particulier, etc., qui sont qui nous seraient certainement utiles. Alors, je trouve aussi que c'est très important que tu aies rappelé la dimension impure de la science. Au fond, c'est l'échec, même si ça a été une visée absolue, c'est l'échec, entre guillemets, de Bourbaki, c'est-à-dire l'impossibilité de complètement mathématiser, de complètement formaliser les mathématiques. Je pense à un article de d'un algébriste remarquable qui avait montré que l'idée qu'au fond, par exemple, on ne pouvait pas... il y avait un certain nombre... Par exemple, on ne pouvait pas résoudre les paradoxes d'Achille et la tortue, de Zénon, de la flèche de Zénon, etc., avec les outils mathématiques chez les Grecs, que c'était ça l'impasse de leur travail. Et lui donne dans un article que j'avais étudié avec un ami commun, Christophe Talabar, il montre qu'avec la géométrie euclidienne, on peut tout à fait montrer que la flèche de Zénon atteint la cible et que la Achille rejoint la tortue. Le problème, simplement, et il le notait, il le montrait très bien, l'obstacle était métaphysique. C'est-à-dire qu'au fond, nous n'avons jamais, au fond, aucun discours pur. Je trouve que c'était la place que tu donnes à la critique me paraissait extrêmement important. On devrait s'en souvenir, et on devrait s'en souvenir aussi dans le champ de la psychanalyse. Au fond, je ne veux pas lui rendre hommage, mais c'était la démarche de Lacan, non pas de lire le texte de Freud comme une sorte de Bible révélée ou d'absolu discours lequel on ne pouvait plus changer une seule virgule, mais il invitait à lire Freud comme Freud nous avait appris à lire, disait-il, c'est-à-dire le lire comme une parole qui nous est adressée dans une situation analytique. Au fond, lire Freud comme Lacan, comme le témoignage du mouvement d'une analyse et non pas comme une vérité absolue. On le voit, les contradictions des uns et des autres, de la Freud comme de Lacan tout le long de leur trajet, les contradictions, les tensions, contradictions où un énoncé n'annule pas le précédent, mais montre le développement, la facette de l'objet. Je trouve que ce que tu rappelles est tout à fait remarquable. Il faut que les psychanalystes prennent un peu du grain de la science pour pouvoir aussi se réformer, hein, au sens où tu le disais. Alors, peut-être y a-t-il des questions, ou dans la salle, ou à la tribune. Merci Bruno pour la qualité de ta communication. Doina Tessirolier, psychiatre. À propos de Marx et de ces gens qui se pourrissent la vie, est-ce que tu crois qu'on peut modéliser le discours d'un suicidant dans le sens de la véridicité, de la critique de son esprit en souffrance? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un modèle, mais moi, je pense qu'il y a une opportunité à formaliser les sciences de l'esprit. Voilà, je pense que c'est pas... il y a une vraie... D'ailleurs, bon, il y a des lacaniens parmi vous, il y a une ébauche qui est vraiment une ébauche. Hein, enfin, j'ai aucune prétention sur Lacan, ni sur les baptêmes et tout ça. Mais
il y a là une piste. Je ne suis pas sûr que le langage naturel soit le seul vecteur possible pour décrire singulièrement un sujet pensant. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'on peut le faire, on pourrait le faire avec des langages formels qui auraient des limites aussi, mais qui auraient des intérêts. Donc ma réponse est potentiellement oui. Merci. Ce qu'avait essayé Bruno dans son livre. Non, non, voilà, mais c'était une tentative intéressante. Alors, Bruno, moi, j'ai trouvé l'entrée de la journée très vive et directe. Et c'est vrai que je ne sais pas comment ça va se dérouler la journée, mais c'est le cœur de la question, parce que nous sommes à une époque où nous prenons la mesure du poids justement des temps modernes, c'est-à-dire de cette illusion de cerner le réel avec les mathématiques. On arrive à un moment donné, la tension entre psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse se réfère à cela. C'est-à-dire que nous sommes des praticiens du singulier, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, et nous avons dans la tête une manière de penser qui y fait obstacle. Et soit on accepte de faire une démarche pour arriver à dépasser cette contradiction et à saisir pour chaque cas sa singularité pour pouvoir l'entendre et faire en sorte que ce cas-là puisse élaborer ce qu'il en est de sa souffrance, soit on s'obstine parce qu'il y a tout le poids, je dirais, de ce paradigme qui s'impose dans toutes les sphères du social aujourd'hui, dans toutes les disciplines scientifiques, dans toutes les disciplines, je dirais, des sciences humaines aussi, même de la littérature qui est formalisée aujourd'hui. Ce poids est tel, comment nous pouvons, en tant que praticiens, résister à cette tentation que nous avons implémentée, ça veut dire qui est aussi notre manière de penser, pour arriver à saisir la singularité de nos patients un par un, puisque la question, justement, c'est que chaque patient, alors c'est vrai que les êtres humains sont tous différents, mais ils ont quelque chose de commun, c'est le fait, tout à l'heure je vais en parler succinctement, mais c'est le fait qu'ils s'expriment, c'est-à-dire qu'ils nous interpellent, pas forcément avec des mots, mais autrement, qu'ils nous interpellent, qu'ils nous parlent. Et c'est cette parole-là singulière à chacun que nous avons à entendre dans sa singularité, sans être médiatisé cette singularité, par un outil formel qui nous empêche de le saisir. Et ça, enfin, c'est le cœur de ton propos, et c'est ce à quoi nous avons à nous confronter si nous voulons dépasser cette contradiction. Oui, d'autant plus que c'est très facile d'oublier que le sujet est singulier. C'est très apaisant. D'ailleurs, il suffit de voir la pratique de beaucoup de médecins. Le patient arrive, il a une IMC à 25, il a une hypertension artérielle, c'est un syndrome métabolique, c'est un syndrome métabolique. Ça n'est plus Monsieur Martin, c'est un syndrome métabolique que je vais traiter avec des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, des statines, etc. Et le patient le sent, et les patients le disent. Il regarde son ordinateur, je n'existe plus. Je n'existe plus. Mais d'un autre côté, alors c'est vrai qu'il a fait la bonne prescription, mais il manque le jus, l'essence de la relation médecin-malade, et ce qui pose problème, puisque vous savez, du coup, les patients partent, vont voir d'autres médecines alternatives pour le meilleur et pour le pire. Et donc, alors, comment faire? Je crois qu'il faut revenir à l'humilité, c'est-à-dire, quelle est la légitimation de mon discours par rapport à la chose? Voilà. Est-ce qu'il faut se poser la question? Je suis médecin, et quand je pense mon patient comme ça, suis-je légitime? Et par moment oui, par moment non. Et donc, si c'est non, alors je dois changer mon logiciel interne et je dois me débrancher et dire, voilà, maintenant, je suis dans la rencontre. Et la rencontre, c'est autre chose. Et c'est le patient a besoin de ce moment-là. Et ça s'apprend différemment, ça s'étudie différemment. Mais il faut qu'on soit clair par rapport à notre légitimité.
Je propose qu'on avance, et puis si on a un peu de temps à la fin, on débattra pour pas qu'on soit trop en retard sur l'horaire. Hein. Comme on aura un débat de la table ronde. Alors, je vais passer maintenant la parole à Pierre-Marie. Ceux qui, dans la clinique, résistent à l'universel tout en étant la condition. Pierre-Marie est psychanalyste, psychiatre, il a été praticien hospitalier et 2 fois chef de service. Il était chef de service d'un service de psychiatrie adulte et chef de service d'un service de pédopsychiatrie. Faut aimer, faut une passion pour l'hôpital. Et il est également docteur en philosophie. Bon, il a écrit plusieurs livres, La croyance, le désir et l'action au PUF, Psychanalyse, psychothérapie, quelle différence chez Aubier. Et très récemment, il a co-dirigé avec Yves Sarfati et Antoine Masson, c'est pas Antoine d'ailleurs, Marc Masson, pour une éthique du décloisonnement entre psychiatrie, psychanalyse et neurosciences, qui a été un colloque très important, qui a eu beaucoup d'échos, et d'ailleurs auquel Bruno Falissard avait déjà participé. Pierre. Je suis désolé, je vais un peu dire les mêmes choses, un peu différemment, parce que je vais les reprendre un peu plus loin. Je commençais par une petite phrase de la lettre de Rimbaud à Paul de Ménil, cette lettre du 15 mai 71. Le poète se fait voyant par un dérèglement de tous les sens et arrive à l'inconnu. C'est un petit peu, ça va être le fil de mon intervention. Alors, je vais essayer de parler comme Bruno, de parler comme cela sans vous lire. C'est vrai que nous vivons des temps troublés. Nous vivons des temps troublés parce que nous n'osons plus, pas seulement nos patients, mais nous n'osons plus partir à partir de notre énonciation, à partir de notre voix. On n'ose plus parler en tant que sujet singulier. Nous nous exprimons aujourd'hui à partir d'un trait exposé comme une bannière que nous partagerions avec quelques-uns. Et justement, c'est cela le passage du singulier au particulier. Chez Aristote distingue le singulier, le particulier et l'universel. Et le particulier, alors il y a une confusion, mais on y reviendra, il y a une confusion entre singulier et particulier. Le particulier, c'est ce qui est commun à plusieurs, même si ce commun peut englober des millions de personnes. Les adeptes de Trump étaient des particuliers, même s'ils étaient des millions. La passion, Bruno l'a rappelé, la passion de la catégorisation définit les temps modernes. Distinguer et classer. Et c'est cette passion qui est à la source de ce souci du particulier et l'occultation, je reprends le mot d'Alain, l'invisibilisation du singulier. Et c'est vrai que ça s'est passé au XVIIIe siècle, ce truc. Alors, souvent, on cite Linné comme le père de cette manie, mais cette manie qui était indispensable, au départ, pour construire la science. Le glissement s'est fait à partir du moment où on a essentialisé ces catégories. C'est-à-dire où on a subsumé les êtres qui étaient classés dans des catégories sous le trait de cette catégorie. C'est-à-dire qu'on a fait coïncider ontologiquement les êtres au trait de chaque catégorie. Et on en a une illustration dès que la psychiatrie apparaît, chez Pinel, où Pinel ne peut pas s'empêcher de distinguer comme cela, comme si c'était des réalités substantielles. Je reprends les catégories de Pinel, les mélancoliques, les maniaques, les déments, les idiots, au même moment où Linné, au Jardin des Plantes, ou Buffon, puisqu'on est sous la tutelle de Buffon, où Buffon distinguait, certes, les renoncules, les pervenches, les roses et les glaïeuls, mais les renoncules, les pervenches, les roses et les glaïeuls sont des espèces différentes. Jusqu'à preuve du contraire, les maniaques, les déments, les idiots et les mélancoliques n'appartiennent pas à des espèces différentes. Tout le drame de la modernité, c'est que nous n'arrivons plus à distinguer la catégorie
de la réalité ontologique des êtres qui sont subsumés sous elle. C'est du reste ce qu'explique très bien Comte. Ça veut dire cette difficulté que nous avons à distinguer ces deux ordres de réalité que sont la catégorie et les êtres qui sont subsumés sous la catégorie. Et en psychiatrie, tout le XIXe siècle va être, d'une manière subreptice, mais de plus en plus marquée, cette confusion entre catégorie et réalité substantielle des êtres subsumés. L'illustration est donnée par Krafft Ebing dans sa Psychopathia Sexualis, où pour lui, c'est bien vrai qu'il existe comme ça des sadiques, des masochistes, des homosexuels, des masturbateurs, au point d'imaginer une causalité à cette distinction qui sera celle de la dégénérescence. Cette habitude qui s'est imposée à nous et que nous avons maintenant implémentée, c'est-à-dire nous pensons comme cela, on ne peut pas s'en abstraire aussi facilement, va transformer le concept d'identité. Le concept d'identité est un concept qui, au départ, est purement logique, idem. Si X est égal à A et si Y est égal à A, X est égal à Y. Et puis, il y a une extension de sens à la Renaissance qui devient administrative à la suite de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, c'est-à-dire que l'on décide que tout enfant en naissant va recevoir un prénom et le patronyme de son père. Mais à la Renaissance, j'y reviendrai, il n'y a aucune confusion entre l'identité et la réalité ontologique de celui qui est subsumé sous cette identité. C'est au XVIIIe siècle où petit à petit apparaît cette confusion, et cette confusion va même aller jusqu'à l'idée que, par exemple, une nation, puisque la notion de nation apparaît au XVIIIe siècle, la nation définit des êtres qui partageraient des qualités ontologiques semblables. Et au XIXe siècle, Wundt, qui n'est pas seulement le père de la psychologie expérimentale, est aussi le père de la Volcker-psychologie, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une psychologie qui irait avec les qualités ontologiques de chaque peuple. Cette manière de voir aurait fait sourire Hérodote. Hérodote, c'est ce garçon qui a quitté la Grèce, qui est allé comme ça, le premier ethnologue, se promener de pays en pays, et pour lui, ce qu'il étudiait, c'était les usages distincts, sans confondre les usages et les êtres qui pratiquaient ces usages. Et on retrouve le même étonnement chez Montaigne, et Montaigne se définit comme Hérodote, et d'une manière générale comme les Grecs, comme citoyen du monde. Pour Montaigne, l'homme se distingue de la société dans laquelle il vit, dont il emprunte simplement les usages. Citoyen du monde, cosmopolites. Je ne m'égale pas à la cité, je ne m'égale pas à la catégorie qu'on pourrait m'assigner, même si j'y prends ma part de responsabilité. Montaigne fut maire de Bordeaux, certes, dès qu'il y a eu la peste, il en est parti, il n'y avait pas lieu de mourir de la peste, même si on était maire d'une ville. C'est dire que pour Montaigne, et Pascal y revient, il n'y a aucune identité de soi qui n'est envisageable, y compris en se mettant sous la bannière d'un trait. Car comme dit Montaigne, c'est dans le dernier chapitre des Essais, c'est sur l'expérience. La singularité de chacun, ce que Montaigne appelle l'estrangement, y fait obstacle. Nul ne peut s'égaler à une identité, puisque chacun, alors il faut entendre par identité aussi une catégorie, nul ne peut s'égaler à une identité ou à une catégorie, puisque chacun, selon les circonstances, est toujours susceptible de manifester sa singularité, c'est-à-dire de se montrer autre que ce que cette identité lui aurait été assignée. Et c'est encore, parce que tout le XVIIIe siècle, je vais y revenir, tout le XVIIIe siècle, il y a ce conflit entre cette adhésion à cette catégorisation substantielle et puis c'est le conflit qu'on a encore aujourd'hui, et l'obstination de certains penseurs à dire mais que nous sommes singuliers. C'est le thème du supplément au voyage de Bougainville, où Diderot se moque de ce goût nouveau
pour l'identité ou pour la catégorisation, y compris sexuelle, comme c'est le thème dans le traité de la nature humaine de Hume, où Hume se moque de cette conviction qu'avait Descartes que nous aurions comme cela une entité substantielle. Qu'est-ce que le moi, interpelle Pascal, et Rimbaud de lui répondre dans la même lettre à laquelle je faisais référence tout à l'heure, je est un autre. Donc voilà une manie récente, elle a 2 siècles, mais aujourd'hui elle prend, je trouve, des proportions démesurées puisque cela dépasse largement le seul domaine de la science, le seul domaine des sciences humaines ou le domaine de la médecine. Cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans d'autres manières d'être dans la société, puisque nous n'en finissons pas, chacun d'entre nous, de nous égaler un trait, français de souche, hétérosexuel, gay, lesbienne, trans, ces temps-ci c'est victime, il y aurait des victimes qui seraient substantiellement victimes, comme on égale les autres à un trait, migrants, maghrébins, noirs. Je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, maintenant c'est mal vu de le dire, mais on disait il n'y a pas très longtemps raton, nègre, youpin, face de citron. Le racisme est né au XVIIIe siècle. Les Grecs, les Romains, les gens du Moyen-Âge n'avaient nullement notion de cela. Le premier grand raciste de l'histoire, je vous rappelle, c'est Voltaire. C'est né au XVIIIe siècle, et c'est né de cette passion de confondre la catégorie et la substance des êtres qui sont subsumés par cette catégorie. Quand Jacques Cartier débarque au Canada et qui rencontre les Micmacs, puis les Iroquois, par une magie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure parce que ça sera le cœur de mon propos, très vite, en quelques... Ça doit être peut-être mon portable. Je suis rappelé alors, en quelques heures, ils arrivent à se comprendre. Ils arrivent à se comprendre. Et je vous rappelle que Donnacona, le chef des Iroquois, va apprendre très rapidement le français. Il va donner 2 de ses enfants à Jacques Cartier qui va les ramener en France et qui, lorsqu'ils reviendront, parleront couramment le français et pourront décrire à leurs compères iroquois ce qu'ils ont vu dans le royaume de François Ier. C'est-à-dire qu'on arrive, sans parler la langue verbale, le langage verbal, on arrive à se comprendre. Quand Christophe Colomb arrive aux Bahamas, ce qu'il décrit, quand vous lisez son journal de bord, ce sont des humains. Il est même étonné des qualités de ces humains qu'il rencontre. Il y voit, bien entendu, puisqu'il vient pour gagner de l'argent, il y voit l'intérêt économique qu'il va en tirer, de la bonhomie de ces bons Amérindiens. Mais il se parle très vite. Et même un garçon comme Cortés, quand il débarque au Mexique, il arrive très vite à avoir des relations et à se parler avec les Amérindiens qu'il comprend, avec les Aztèques, tout simplement parce que, nous allons y revenir, il y a une sorte de langage universel que nous parlons entre nous, qui est le langage du corps. On arrive à se comprendre avec des gestes. Mais on n'y est pas encore là. Cet oubli de la singularité, Bruno y a fait référence, c'est la naissance de la science. La naissance de la science est née d'un processus d'abstraction. La loi de la chute des graves, la loi de la chute des corps, n'est vraie que si elle ment si on compte pour négligeable à la réalité des corps qui sont réduits à un trait, la masse. La loi de la chute des graves de Galilée n'est vraie que si vous comptez pour rien les qualités des corps et que vous ne retenez qu'un seul trait, la masse. Et si vous placez ce corps dans un univers abstrait, imaginaire, où la pesanteur a disparu. La loi universelle de l'attraction universelle des corps de Newton n'est vraie aussi que dans un régime d'abstraction. Et du reste, tout de suite, on a su qu'il y avait des limites à la loi de Newton.
et qu'on a mis à peu près 2 siècles à les mettre en évidence. Et qu'est-ce qui se passe simultanément au XVIIe siècle? Ce paradigme, il faut que vous ayez en tête, ce paradigme galiléen et newtonien a une telle importance au XVIIe siècle que tout le monde, à commencer par les philosophes de l'époque, ont pris, que ce soit Descartes ou que ce soit Locke, ont pris ce paradigme pour la vérité absolue. La conséquence, ça va être la naissance de l'individu. Le mot individu apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire que ce mot surgit pour désigner les êtres humains, mais sur un mode abstrait. Chaque être humain devient une entité abstraite qu'on va appeler l'individu. La connaissance, désormais, va s'égaler à la connaissance mathématique, à la connaissance objective que l'on peut poser devant soi, comme si les choses étaient stables dans la durée et à part les unes des autres. Et c'est l'époque où naît l'ontologie, le mot apparaît à ce moment-là, l'ontologie, la science des êtres que l'on peut décrire et classer. Et la psychologie, puisque nous sommes dans une faculté de psychologie, naît à ce moment-là. C'est Wolff qui invente cette nouvelle discipline, il n'invente pas le mot, mais il invente la discipline, d'écrire et classer les différentes parties de l'âme, selon les capacités supposées de chacune, de sorte qu'il s'agira d'établir leur corrélation avec les différentes parties du cerveau. On fera comme si ces dernières étaient aussi à part les unes des autres. Et vous savez que le premier à avoir mis en évidence qu'il n'y avait pas de localisation cérébrale à part les unes des autres, c'est un jeune Viennois qui s'appelle Sigmund Freud. Et dans le même moment, ce qui apparaît, puisque nous sommes tous devenus des individus au XVIIe siècle, et nous sommes tous dotés des mêmes capacités supposées, donc nous serions tous maîtres de nos actions, et donc celui qui ne participe pas à la vie sociale, à la vie économique, c'est un incontinent, c'est quelqu'un, je dirais, qui a une faiblesse de la volonté. Le pauvre devient quelqu'un qui est faible. Et donc, il faut lui manifester nulle compassion pour qu'il se réveille. Et vous savez que c'est à ce moment-là que rentre en application l'abolition de la Poor Law en Angleterre et des lois contre la charité en France. Il faut remettre le pauvre au travail, et pour son traitement, on va prendre aussi une mesure objective, la durée de travail, c'est-à-dire que sa force subjective, sa singularité, elle disparaît dans la trappe de la nouvelle économie naissante. Et comme vous le savez, c'est Marx qui va mettre en évidence cela. Ça veut dire que la mise en place du capitalisme naissant repose sur la disparition de la singularité de chacun, ce que Marx appelle la force subjective. La division du travail qu'exalte Schmitt dans son expérience de pensée de la manufacture d'épingles est la conséquence directe de cette réduction de chacun à une abstraction, ici celle de l'ouvrier évidé de toute subjectivité, égalé au seul geste répétitif qu'il a à fournir, comme au même moment, les administrations se développent, et Dostoïevski nous en a fait une description dans Le Double, où les employés aux écritures répètent inlassablement le recopiage de textes. Ce n'est pas par hasard que le grand philosophe de l'époque décrit sans même s'en rendre compte cela. Hegel, qu'est-ce qu'il décrit dans la phénoménologie de l'esprit? C'est ce processus d'abstraction, ce qu'il appelle la conscience malheureuse, obligé d'effacer sa singularité, ce que Hegel appelle cette nuit où toutes les vaches sont noires, pour s'élancer vers un universel, mais un universel abstrait. Cet universel abstrait que Hegel situe à la fin des temps, qui serait celui du savoir absolu, où enfin se résoudrait la tragédie de l'expérience humaine. Alors je vous le disais, au XVIIIe siècle, il y a eu ce conflit en permanence entre ceux qui s'opposaient à cette substantialisation des catégories et ceux qui s'en faisaient les chantres. Un des problèmes centraux du XVIIIe siècle, ça a été le problème de Molineux. Le problème de Molineux, je vous rappelle brièvement, est-ce qu'un
un aveugle de naissance qui arriverait à discerner à la palpation une pyramide d'une sphère, si un chirurgien arrivait à l'opérer, comment il distinguerait par la perception visuelle la pyramide de la sphère? Alors, le débat, je dirais, il y a eu des centaines de positions qui ont été prises. Et ce qui est intéressant, c'est celle de Diderot, qu'il développe dans la lettre sur les aveugles, et qui est conforme à ce qui va se passer dans la réalité, puisque le hasard fait qu'à ce moment-là, un chirurgien arrive à opérer un aveugle de naissance, mais ça ne peut se faire que par l'expérience. C'est à force de voir une pyramide et une sphère qu'il va implémenter, ce brave garçon opéré, la distinction au niveau de la perception visuelle entre une pyramide et une sphère. Cette opération, par l'expérience, nous donne la mesure des capacités que nous avons spontanément. Dès notre naissance, un nourrisson qui ne possède pas encore le langage verbal distingue, toutes les mères qui sont ici et les pères, puisque maintenant les pères s'occupent des nourrissons, en ont fait l'expérience, distingue alors qu'ils ne possèdent pas le langage, dès quelques semaines, l'eau de l'huile. Parce qu'il fait l'expérience de ce qu'est l'eau, il fait l'expérience de ce qu'est l'huile, et il distingue. Ce qui est très important, c'est que nous avons un accès direct aux choses, car les choses ont une stabilité. Les choses sont stables. L'huile, malgré tout, elle a une stabilité dans le temps. L'eau, elle a une stabilité dans le temps, et donc faisons par expérience l'implémentation de ces distinctions. Pour ceux qui ont travaillé avec des sourds-muets de naissance, vous le savez bien que les sourds-muets de naissance qui n'ont pas le langage verbal, j'ai eu pendant longtemps en thérapie un sourd-muet de naissance qui traversait Paris, qui se débrouillait très bien pour venir à mon cabinet. Et pourtant, il n'avait pas le langage verbal, mais il avait un langage charnel que nous avons tous. Nous ne sommes pas séparés des choses. La métaphysique moderne, née avec Descartes, a introduit un scepticisme radical entre nous et le monde. Nous serions, comme cela, dans une difficulté à saisir les choses. Je vous rappelle le débat de Descartes à Kant, et cette idée folle que les choses seraient toujours en retrait, qu'on ne pourrait pas les saisir. Et là, autant les empiristes que les idéalistes se retrouvent, puisque les idéalistes sont convaincus que ce n'est pas possible, la chose en soi est inaccessible, nous ne pourrions accéder qu'à la représentation que nous aurions de la chose. Et les empiristes disent, mais le monde est chaotique, fait de sensations diverses dans lesquelles il faut mettre de l'ordre. Et ce sont les idées que nous aurions qui permettraient de mettre de l'ordre. Mais non, nous avons un accès direct aux choses et toute mère qui est là peut vous le rapporter. Son nourrisson n'est pas perdu, comme Kant, pour accéder à la chose en soi entre l'eau et l'huile. Il voit tout de suite qu'il y a de l'eau et qu'il y a de l'huile. Et la deuxième chose, c'est que cette métaphysique moderne née avec Descartes, elle nous met, plus que 5 minutes, je vais conclure, elle nous met à ce point à distance du monde que nous sommes repliés sur nous-mêmes dans un solipsisme. D'accord ? Je vais conclure. Ce qui est important, justement, alors c'est là où je rajoute un petit peu quelque chose au propos de Bruno, il n'y a pas de parallélisme logico-grammatical. Bruno le disait, mais c'est une manière beaucoup plus ample, c'est-à-dire que aucun langage verbal ne pourra dire le sens de ce que je vous dis. Bruno tout à l'heure parlait comme ça, il avait une manière de parler, moi j'ai ma manière
d'agiter mon corps, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas comprendre ce que l'autre nous dit dans la singularité de la rencontre thérapeutique si on gomme ce langage charnel qui accompagne son discours verbal, c'est-à-dire si on gomme sa prosodie, si on gomme sa mimique, si on gomme son regard, si on gomme ses gestes, mais si on gomme aussi les circonstances, car le langage n'est pas à part des circonstances. Le langage n'est pas à part des circonstances. Qu'est-ce qui fait que Jacques Cartier, arrivant chez les Micmacs, arrive très vite, en quelques minutes, à pouvoir dialoguer uniquement, charnellement avec les Micmacs et à s'entendre, comme larron en foire? Qu'est-ce qui fait que Paul-Émile Victor, partant au Groenland, rencontrant la jeune Doumidia, tombent amoureux l'un de l'autre et vont passer 1 an ensemble? Doumidia ne parle pas le français. Paul-Émile Victor ne parle pas un mot d'inuit, et pourtant ils se comprennent. Ça peut être une chance. Voilà, j'ai arrêté là. Voilà. Et donc, ce que je voulais simplement dire, que cet universel existe, c'est le langage charnel, mais c'est universel concret. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. C'est passionnant. On est obligé, on est tenu par les horaires parce qu'on a un programme très très chargé sur les 2 jours. Juste un mot. Tu as dit beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Juste un mot sur cette question très très contemporaine et très problématique de l'identité. C'est vrai que l'identité, paradoxalement, aujourd'hui, mais ça a toujours été le cas, c'est aussi une manière de faire groupe. C'est-à-dire que en s'identifiant par un trait au groupe, on en reçoit une identité qui a une fonction extraordinairement pacifiante aujourd'hui parce qu'elle bouche un trou que les traits identificatoires ne bougent jamais complètement. Il y a une béance ou une question qui traverse les sujets. C'est comme ça d'ailleurs qu'un certain nombre viennent me voir. Et cette question-là, aujourd'hui, dans la multiplication des identités qui sont proposées pour nous loger, voilà. Cela dit, en retour, ça montre aussi que cette crise de l'identité qui ne se posait pas autrefois, une question dans le monde de la tradition, c'est une question très moderne où d'une certaine façon, pour reprendre ce mot qu'on parle de race, de radicalisation, etc., d'une certaine façon, pour des tas de raisons, le monde moderne nous a fait de nous tous des déracinés. C'est-à-dire qu'il y a aussi une crise majeure de l'identité à cause de cela. Voilà. Ça, c'était une première question. Une deuxième question, quand même, pour rappeler, concernant nos classifications, parce qu'il faut qu'on balaye devant notre porte, que quand même, on voit par exemple l'histoire des classifications de Créplin, où à chaque fois qu'il crée une frontière, d'un seul coup, il y avait un problème à la frontière, comme on peut le dire, puisque voilà, le paranoïaque qui ne doit pas halluciner, et puis les schizophrènes hallucinent, puis manque de peau, il y a des gens qui ont un délire comme les paranoïaques, mais qui hallucinent aussi, alors on crée des paraphrènes, et puis à chaque fois il y a un nouveau problème. C'était la thèse de Berchery, dont je vous recommande toujours le livre, qui était qu'au fond, la grande psychiatrie clinique a disparu après les années 30 parce qu'à la limite, il y avait un tellement grand nombre de catégories possibles qu'il y en avait une par... Voilà, ça rejoignait la question de la singularité. Mais et Créplin lui-même, qui était très futé, avait dit que de toute façon, quelles que soient les descriptions de ces catégories, jamais on ne rencontrerait un cas pur tel qu'il les avait décrits. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai, c'est un élément très important pour nous. Et, voilà. Comme on est très en retard, je vais tout de suite, sans trop tarder, passer la parole à Ganaël Vuzientini. Je suis très, très content qu'il soit avec nous. Ganaël Vuzientini est maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Il est l'auteur de 2 livres tout à fait importants et très actuels, je pense. L'efficacité de la psychanalyse, un siècle de controverse, au PUF, qui est paru cette année, et puis paru il y a 6 ans, 2015, Pourquoi la psychanalyse est une science, Freud épistémologue, un livre très provocateur, mais que je trouve tout à fait passionnant, et j'ai eu l'honneur de faire la préface de ce livre. Ganaël, vous avez la parole. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs et les organisatrices de ce colloque pour leur invitation.
C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et d'essayer de participer à cette interrogation collective sur l'avenir du soin psychique. Alors, quel dialogue entre psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse ? On a déjà vu avec les 2 contributions précédentes que le titre ouvre bien sûr plusieurs perspectives de réflexion quant à l'état actuel du dialogue, sur pourquoi et comment on en est arrivé là. Je pense qu'on verra ça par la suite aussi. Et puis sur les conséquences, bien sûr, sur le soin actuel. De mon côté, j'aimerais aborder plus frontalement la question et réfléchir avec vous sur les conditions de rétablissement du dialogue. Car lorsqu'il est mis à mal, comme le suggère la formulation du titre, il y a des responsabilités à prendre, de part et d'autre d'ailleurs. Or, il se trouve que j'ai travaillé en psychiatrie comme psychologue clinicien et que j'ai pu, ce faisant, y expérimenter les difficultés actuelles du dialogue entre psychanalyse et psychiatrie, mais aussi certaines de ses possibilités. J'aimerais donc revenir ici sur la question du prix à payer pour renouer le dialogue. Tout dialogue nécessite en effet quelques renoncements. Il n'a pas lieu si chacun campe sur ses positions sans rien céder du tout. D'où ma question à la fois épistémologique et clinique. Quel prix concrètement serions-nous prêts à payer du côté de la psychanalyse pour rétablir le dialogue ? Un dialogue en passe d'être rompu. Qu'est-ce que nous pourrions donner et qu'est-ce que nous pourrions ne pas vouloir donner en attendant qu'on en reconnaisse la valeur ? C'est une question qui m'a souvent traversé en institution face aux psychiatres, mais tout autant face aux équipes soignantes, qui ont des formations et des pratiques très différentes de la nôtre. Du point de vue de la psychanalyse, je crois, cela revient à déterminer ce que serait son cœur épistémique sur lequel il ne nous est pas possible de transiger. Tout cela relève bien sûr aussi d'un dialogue entre psychanalystes, pas seulement entre soi, enfin pas seulement avec soi-même, mais c'est ce dialogue interne, préalable au dialogue externe, que j'aimerais un peu esquisser aujourd'hui. On peut déjà noter qu'au-delà de la position pragmatique que j'aimerais circonscrire et qui rend donc possible le dialogue, 2 autres positions le rendent au contraire impossible. Impossible est le dialogue lorsque les psychanalystes considèrent que tout ce à quoi ils ont été formés et qui cimentent leur groupe d'appartenance est nécessairement bien fondé, donc non négociable, au mépris de certains autres acquis disciplinaires et de l'évolution des subjectivités contemporaines. Cette position aboutit à une forme de folklorisation disciplinaire qui, en marginalisant les psychanalystes, leur empêche d'accéder au lieu même des différentes controverses et d'y peser. Mais tout autant impossible est le dialogue lorsque les psychanalystes, voulant entièrement répondre à la demande sociale et se conformer aux normes du moment, miment le savoir des autres pour mieux se faire accepter, au mépris de leurs propres acquis disciplinaires. Cette position aboutit alors à une forme de déspécification qui, en confondant la psychanalyse avec tel ou tel discours courant, abolit son héritage scientifique, thérapeutique et éthique, et interdit tout autant de peser dans le débat avec des arguments qui seraient impropres. Alors, sur quoi est-ce qu'on pourrait s'entendre pour définir le cœur épistémique de la psychanalyse ? Je fais ici une proposition. Au-delà de tel ou tel concept clinique ou théorique, ce pourrait être ce qu'après John Forrester, on peut désigner comme son pensée par cas, en anglais « thinking in cases », incarnant un style de raisonnement ordonné au singulier, certes antérieure à la psychanalyse, mais qu'elle aurait amené à un très haut degré d'accomplissement formel, avant que les sciences humaines ensuite ne s'en emparent à leur tour. Style de raisonnement pratique, clinique en l'occurrence, différent de ceux de la médecine et aussi différent de celui de la psychologie expérimentale et aujourd'hui de la psychologie neurocognitivo-comportementale. Style de raisonnement ayant des limites, ça a été évoqué, quant à la validité de ces généralisations, mais aussi des avantages, à la fois scientifiques, par production d'une connaissance fine, thérapeutique, car donnant lieu à de nouvelles formes d'efficacité, on le verra, et éthique, en permettant un accueil souple et ouvert des souffrances de chacun.
Ce faisant, mon propos, bien sûr, il ne s'agirait pas de dire que toute la psychanalyse se réduit à se penser par cas. Bien sûr, la psychanalyse excède bien sûr ça, on y reviendra aussi un petit peu, mais je propose de voir les choses ainsi, c'est-à-dire que tout ce qui, dans la psychanalyse, résulte du penser par cas, donc sur l'ensemble de ces concepts descriptifs, cliniques et théoriques, pourrait être considéré comme en partie contingent, c'est-à-dire toujours à retrouver et à réexpliciter ou pas au contact des patients. C'est en ce sens, il me semble, que Lacan disait que la psychanalyse, quelque part, était toujours à réinventer. Si elle l'est, ne serait-ce pas à partir justement de ce penser par cas, cette sorte de matrice, dont on ne sait pas finalement où elle va nous conduire. Au sens où, enfin, vous y reveniez, ce penser par cas conduit à des concepts, et puis on peut fétichiser ces concepts. Et on pense que finalement c'est ça la chose, alors que c'était le chemin qui conduisait à la chose qui est intéressant. Puisqu'en fait, il pourrait conduire à autre chose. Penser les choses ainsi aurait un avantage, cela permettrait d'imaginer une situation de dialogue, qui se réalise parfois d'ailleurs, où un psychanalyste, en compagnie d'un psychiatre ou d'un psychologue, le laissant penser par cas, justement, refait avec eux le chemin qui, à partir de certains signes repérables chez les patients, reconduit aux différentes conceptualisations de la psychanalyse. On y reviendra ensuite avec quelques exemples. En attendant, reste à s'accorder sur ce que penser par cas veut dire en psychanalyse. Et à cela, Forester, qui a proposé l'expression, n'a pas vraiment répondu. À défaut d'une approche plus large et comparative qui inclurait les différents courants actuels de la psychanalyse, je m'appuie ici sur mon travail de thèse, où j'ai tenté de ressaisir ce que penser par cas veut dire pour Freud. Je me suis pour cela appuyé sur la relecture de l'ensemble de ses écrits de cas, pas juste les 7 ou 8 plus connus, j'en ai compté 151, en mettant au jour les diverses opérations de pensée qui y sont à l'œuvre. Pour faire bref, j'ai trouvé que Freud, sans l'avoir jamais explicitement formalisé comme tel, développe un modèle de pensée complexe, réflexif, intégrant plusieurs types de jugements cliniques, tant au niveau de ce qui peut s'observer qu'au niveau de ce qui peut s'entendre, et en s'appuyant sur des phénomènes émanant du patient, mais aussi de l'analyste. Vous voyez, c'est un large spectre sémiologique. On y trouve, si l'on simplifie, des jugements sur l'existence même des signes. Est-ce qu'on les repère, est-ce qu'on ne les repère pas? Des jugements sur la significativité de ces signes. Quelle valeur leur donner pour penser la relation au patient, la vie psychique du patient, sa problématique, etc., etc. Des jugements relatifs à la récurrence de certains groupes de signes. Font-ils tableau, plus classiquement, ou ont-ils une cohérence dynamique? Et enfin, des jugements relatifs à l'unicité de certains signes. En quoi sont-ils atypiques ou décohérents par rapport au tableau d'ensemble, justement? Et qu'est-ce que cela veut dire? Ce modèle complexe de pensée par cas, prenant le temps de la rencontre et de l'exploration psychique pour chaque patient, à chaque nouvelle séance, permet à Freud d'élargir le trésor sémiologique hérité de la médecine et de la psychologie de son temps, en y incluant notamment un spectre nouveau de signes, ceux de discours, non filtrés par des attentes préalables, parce que la psychiatrie s'était déjà intéressée aux questions de discours, mais de façon un petit peu plus restreinte. Cette riche sémiologie discursive permet à Freud d'innover sur deux plans, il me semble. Elle lui permet d'une part d'aller au-delà des diagnostics de la psychiatrie classique, en replaçant les syndromes repérables au cœur de modes de fonctionnement plus profonds, dits psychodynamiques, ce qui donne de nouveaux leviers cliniques en psychopathologie. Par exemple, ce n'est pas pareil de traiter, on l'a dit aussi, il y aura des répétitions, c'est pas pareil de traiter un syndrome phobique en contexte psychotique et en contexte névrotique, car ce n'est qu'apparemment la même phobie. Elles n'ont en réalité pas le même sens, ni la même fonction subjective. D'autre part, et en même temps, cette riche ouverture sémiologique lui permet d'aller au-delà de l'approche diagnostique tout court, et donc au-delà de la seule dimension psychopathologique, en repérant les signifiants uniques par où la singularité d'une vie psychique se signe, ce qui, là encore, permet d'obtenir de nouveaux leviers,
Car de la même façon qu'une décompensation tient parfois à un seul événement de vie, voire à un seul mot, en tant qu'ils auront eu un immense retentissement subjectif, le travail psychanalytique peut lui aussi, à rebours, s'orienter par l'analyse de ces vécus ou signifiants uniques, avec d'importants retentissements thérapeutiques à la clé. Tel est le pensée par cas chez Freud, se décaler de l'idéal d'une pensée par la loi, qui cherche ce qui vaut pour tous, et privilégier la singularité comme niveau logique opérant. Avec l'homme aura, par exemple, le travail thérapeutique en passe par le signifiant raten. Avec le petit Hans, il s'axe autour de la représentation du cheval. Avec Lucière, il tourne autour de l'analyse de scènes de vie à partir desquelles peut être dégagé le terreau subjectif singulier de sa décompensation hystérique. Si, d'un point de vue scientifique, Freud priorise le repère de signes singuliers, c'est donc parce qu'il obtient ses meilleurs résultats ainsi, en extrayant certaines représentations clés de la parole des patients et en les leur renvoyant de façon réflexive. Ce serait un retour en arrière pour lui que de renoncer à ses avantages du pensée par cas. Alors, on peut maintenant revenir à un regard plus historique et remarquer que ces différentes bonnes raisons d'adopter un raisonnement par cas ont nourri le dialogue entre psychanalyse, psychiatrie et psychologie clinique tout au long du XXe siècle. Mais depuis les années 80 à l'international et les années 2000 en France, ces raisons n'apparaissent plus comme de bonnes raisons, pour de plus en plus de chercheurs, mais aussi de soignants. L'unicité est dévaluée d'un point de vue scientifique, thérapeutique et même éthique, ce qui est pour nous assez... Car la déontologie, aujourd'hui, si on écoute les discours, c'est de soigner les personnes en leur offrant les traitements les plus éprouvés sur le plus grand nombre de cas. C'est ça être éthique avec un patient. C'est offrir le meilleur de ce qui a été approuvé sur tous les cas. C'est donc ce genre de traitement valable pour tous qui figure au programme des recommandations de bonne pratique. Inutile de dire que le pensée par cas psychanalytique n'y a plus sa place. Alors on peut mesurer cette perte d'influence à la lecture d'une récente définition des thérapies cognitivo-comportementales dans un ouvrage de 2018 qui s'appelle, je crois, La cognition du neurone à la société, qui est dirigé par des grands noms du domaine. On y voit que c'est le pensée par loi qui est mis en avant dans la thérapeutique et non celui par cas. Je cite l'auteur, Marion Rouault. Les TCC ont pour but de traiter les comportements observables sans chercher à déterminer les causes internes, mentales de ces comportements, en manipulant le conditionnement entre les stimuli et les réponses. Et là, c'est la phrase la plus importante, il me semble. Pour eux aussi, d'ailleurs. Il est important de noter que ce mécanisme d'apprentissage a lieu de manière automatique et indépendante de toute démarche consciente et volontaire. Oui. Ce processus d'apprentissage a lieu de manière automatique et indépendante de toute démarche consciente et volontaire. Fin de citation. On a ici un exemple de la matrice de pensée qui domine aujourd'hui. Il s'agit de la montée en puissance sous une forme réactualisée de ce que Marcel Gaucher avait pu nommer l'inconscient cérébral, qui est tout autre que l'inconscient psychanalytique. L'idée est la suivante, vous l'avez compris, en déclenchant certaines causes neurocognitives, on espère produire des effets comportementaux au niveau de l'individu. Les symptômes et même les souffrances dans cette vision des choses sont sans lien essentiel avec la vie subjective. Celle-ci n'a qu'un rôle de signal de détection éventuelle, puis d'enclenchement de l'action. Les patients sont des cas parmi d'autres que l'on peut traiter indépendamment d'eux-mêmes, en quelque sorte. Bien évidemment, et Bruno Falissard le rappelait, on est loin cliniquement d'en être vraiment arrivé là. Mais cela guide la recherche. Allant dans cette même direction, la psychiatrie actuelle est de plus en plus biologisante. Elle cherche ses leviers opératoires du côté des substrats neuronaux, privilégiant aujourd'hui la chimiothérapie, la stimulation cérébrale ou la neurochirurgie. À ce point, notre question initiale semble au plus loin d'une solution possible. Quels gestes pourrions-nous faire
et quels gestes attendrait-on en retour de la psychiatrie et de la psychologie dominante pour renouer le dialogue? Sachant que ce qu'on ne peut pas faire, on l'aura compris, c'est de renoncer au style de raisonnement par cas, qui pourtant ne parle pas à notre interlocuteur. Alors, le prix à payer, selon moi, pourrait se penser à deux niveaux. Premièrement, celui de la retraduction de nos concepts en langue naturelle. Pour mieux faire comprendre, à partir du raisonnement par cas, le cheminement de pensée psychanalytique. On va y revenir. Et deuxièmement, celui de l'articulation de nos manières de penser à d'autres formes de pensée, même très différentes, même au plus loin. Pour bien montrer que penser par cas ne nous exclut pas du champ général de la recherche. Ce n'est pas quelque chose qui serait absolument hermétique, justement, à un dialogue même au plus loin. Je développe un peu ces deux derniers points avant de conclure. En institution, on voit encore beaucoup de psychologues psychanalystes parler de castration, quand ils sont freudiens, ou de deuil du phallus, lorsqu'ils sont lacaniens, souvent face à des psychiatres sceptiques et des équipes incrédules. Certes, on peut être attaché à ces concepts hérités de la tradition, mais permettent-ils le dialogue interdisciplinaire? On peut en douter. Que voudrait alors dire retraduire ces concepts en langue naturelle? Eh bien, tout simplement réexpliciter en mots simples, mais qui peuvent être précis. La langue naturelle n'est pas un instrument si ignoble. Le cheminement de pensée qui, à partir de signifiants émis en langue naturelle, côté patient, a permis aux psychanalystes, par approfondissement, recoupement, comparaison, réélaboration, d'élever certains d'entre eux au rang de concepts. Car c'est comme ça que fonctionne l'invention terminologique en psychanalyse. Non par création de nouveaux mots savants, quoique cela ait pu avoir lieu, mais avant tout par reconceptualisation de mots tirés de la psychologie spontanée. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on lui fait. C'est-à-dire de la langue naturelle. Et même quand il s'agit de la reconceptualisation de mots savants, comme pulsion, instinct chez Freud, ou voire de la création de nouveaux mots techniques, le cheminement de pensée permettant de voir à quoi cela correspond en pratique, c'est-à-dire dans le lien à la langue naturelle des patients, est supposé n'être pas rompu. Ou alors on parlerait pour ne rien dire. Ce qui arrive aussi parfois, bien sûr. Prenons deux exemples. La toute-puissance de la pensée est d'abord une expression du patient Ernst Lenzer, chez Freud, qu'il associe d'ailleurs à la description d'un état. Ça, ensuite, ça fait concept pour Freud. Il le reprend tel quel. Bien sûr, il le retaille un petit peu, mais il le reprend essentiellement. Pour en faire un concept descriptif, pas un concept... Autre exemple, ce qui sert de base à la définition freudienne du refoulement, c'est dans les études, des études sur l'hystérie. La célèbre phrase de Lucy Hare, « Je le savais, mais ne voulais pas le savoir ». Savoir et ne pas vouloir savoir, c'est la définition du refoulement. C'est une phrase de patiente. Bien sûr, ça prend d'autres dimensions ensuite, mais le cœur, finalement, le cœur repérable cliniquement, c'est ça. Peut-on alors considérer qu'abandonner un terme consacré pour revenir à ce à partir de quoi il a pu être pensé en langue naturelle est un gros sacrifice? Personnellement, je ne le pense pas. Ce qu'on perd, parce qu'on y perd, c'est vrai, ce sont quelques nuances de sens liées au fait que... Je suis à la fin. Liées au fait que les concepts s'enrichissent sémantiquement en se liant les uns aux autres à un niveau plus théorique. On y perd aussi un certain plaisir fétichiste dans le maniement des mots. Mais ce qu'on gagne, c'est de rééprouver toute la pertinence clinique de ces concepts, et plus encore de pouvoir rééprouver cette pertinence au ras de la pratique avec d'autres cliniciens de bonne foi. On peut par exemple dire à un psychiatre formé au DSM « Que fais-tu de ce que nous dit cette patiente ?» Je savais mais ne voulais pas savoir. De notre côté, on le repère comme refoulement, ce qui nous permet de travailler sur le ne pas vouloir, d'abord non su,
pour faire réadvenir à la conscience du savoir. L'exemple est trivial, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut relancer le dialogue au niveau du pensée par cas en train de se faire, in situ, et l'on peut espérer qu'un dialogue commencé en bas puisse avoir lieu à d'autres niveaux ensuite. Un chantier pourrait ainsi s'ouvrir de retraduction de chaque concept technique en son équivalent en langue naturelle, associé à des données sémiologiques, c'est-à-dire à des paroles de patients. Deuxième prix à payer, et j'en finis, l'articulation de nos manières de penser à d'autres façons de penser, même très différentes. On voit encore beaucoup de psychanalystes non intéressés par le travail interdisciplinaire s'associer à un historien, un sociologue, ou pire, un psychologue expérimental, pour répondre à une question qui excéderait le strict champ de la pratique, leur paraît une hérésie. On peut certes vouloir n'en rester qu'à sa pratique, et à la psychanalyse comme on l'a toujours aimé, mais cela permet-il le dialogue, encore une fois? Et encore une fois, on peut en douter. Le récent ouvrage, il y a quelques mois, d'Hervé Mazurel, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire, L'inconscient ou l'oubli de l'histoire, a le mérite de montrer en quoi une collaboration des psychanalystes avec les socio-historiens pourrait être bénéfique pour la pratique, pour la théorie et simplement pour rester crédible. Puisque cette table ronde s'intéresse au dialogue qu'il pourrait y avoir entre une pratique par cas et la recherche fondée sur des preuves expérimentales, on peut dire un mot pour finir sur l'histoire de l'évaluation de l'efficacité de la psychanalyse. Si pendant longtemps une grande partie des psychanalystes ont été rétifs à l'évaluation de leur pratique, au motif justement que ce qu'ils faisaient était intraduisible et inarticulable au champ scientifique, on est aujourd'hui dans une situation différente. De très nombreuses études d'efficacité existent concernant la psychanalyse qui démontrent qu'on peut traduire les catégories analytiques en catégories plus largement partageables et qu'on peut articuler ces traductions à des protocoles de recherche qui n'ont absolument rien de psychanalytique. Comme tu le disais Alain, j'ai récemment consacré un petit essai. D'avoir fait ce double effort de traduction et d'articulation, sans transiger sur le fond, c'est-à-dire le style de raisonnement par cas, a permis à certains psychanalystes de faire progresser les méthodes d'évaluation, de prouver l'efficacité de leur pratique, et, par rétablissement du dialogue, de peser à nouveau dans le débat. Pour conclure en 2 mots, retraduire et articuler, cela n'enlève rien au cœur épistémologique de la psychanalyse, ça ajoute seulement de nouvelles strates de pensée. Certes, ces ajouts modifient quelque chose à la psychanalyse, c'est-à-dire réactualisent le contexte de battement de son cœur, mais lorsque c'est bien fait, ça renouvelle la discipline, ça la fait vivre. Freud ne disait-il pas dans la question de l'analyse profane qu'elle devait rester, je cite, « open to revision ». Je vous remercie. Merci beaucoup, Guénel. C'est tout à fait passionnant et très important. Ça pose une question concernant... Alors, d'abord, c'est vrai que c'est dans le rapport psychanalyse et psychiatrie, j'ai toujours remarqué que le dialogue était d'autant plus facile que les psychiatres en question étaient des vrais scientifiques. Moins ils le sont, parce que ça existe. Et d'ailleurs, les vrais scientifiques sont généralement très intéressés par la psychanalyse. Il n'y a pas d'exclusion. Ceux qui n'ont pas cette position-là... Et je dis ça parce que c'était vraiment la position de Freud. S'il n'avait pas été un vrai scientifique, je ne sais plus qui avait employé un naïf, aurait-il entendu ce que les hystériques, aurait-il pris au sérieux ce que les hystériques disaient, puisque le discours officiel ne permettait pas d'entendre littéralement ce qu'elle pouvait dire. Et puis ça pose une question pour les psychanalystes très très importante, qui est la question du statut de la théorie en psychanalyse, une théorie impure. On voit bien comment elle est tissée aussi des préjugés de chaque époque, suivant les générations de psychanalystes, on l'a vu. Il faut rappeler que la théorie en psychanalyse, elle a une fonction, ça c'était Octave Manoni qui l'avait souligné, elle a une fonction de résistance, qui fait qu'on ne devrait pas la fétichiser. En même temps, elle vaut comme témoignage de l'analyse, du mouvement infini de l'analyse de l'analyste. On peut voir les évolutions chez Freud, comme chez... Et d'ailleurs, comme résistance, quand Octave Manoni le dit, Freud le dit aussi. Hein. Je rappelle que Freud disait qu'il était un mauvais clinicien, un mauvais praticien, parce qu'il était trop occupé de théorie. Hein. Et d'ailleurs, on renvoyait à Ruth McBrunswick tous les cas avec lesquels les gens étaient embarrassés à Vienne, parce que c'était une très bonne praticienne, pas une grande publicatrice, pas une grande publiante. Et il y a une valeur de transmission, bien sûr, dans la théorie, ce qui fait qu'on ne peut pas s'en passer, mais on devrait aussi être très sensible, et je trouve que Guénel le souligne très bien, la fonction
anti-analytiques qu'ont les concepts analytiques quand ils fonctionnent comme des termes d'initiation qui assurent de la présence dans le groupe. Par exemple, symbolique réel, ah ben oui, il est des nôtres, voilà, parce que, surtout en ce moment, etc. Et ce que vous disiez très justement sur castration, etc. Et je pense véritablement qu'il faut qu'on puisse comprendre que c'est la tâche de chaque génération et que aujourd'hui se confronter à la façon dont le sujet moderne se représente lui-même, je veux dire, autrefois c'était l'homme en proie au débat interne de la tentation, ça a été ensuite la part folle en soi qui échappe à la raison. Aujourd'hui, moi j'ai plein de patients qui arrivent en disant ah ben il y a un bug quand je fais ça, voilà, la machine que je suis, la machine qui devrait être complètement performante et qui défaille à tel ou tel moment. Ces représentations-là, elles font partie de ce qui va venir imprégner les façons dont on va théoriser, et il faut peut-être pour cela supporter que l'impureté de la théorie analytique et extraire, comme le dit Guédel, parce que l'avantage de votre proposition aussi, qui me paraît très important, c'est que ça nous obligera à dégager un certain nombre de notions qui, elles, sont résistantes à l'épreuve du temps. L'inconscient, la sexualité infantile, etc., etc. Les quelques termes que Freud considérait comme étant les éléments il le dit 2 fois, les éléments qui faisaient qu'on était ou non dans le champ de la psychanalyse. Et ils n'étaient pas nombreux, c'était pas tous les développements théoriques. Alors, on a un petit temps, 5 minutes de débat pour des questions dans la salle ou entre nous à la tribune, parce qu'on a pris du retard, évidemment, comme toujours dans les colloques. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, oui. Allez-y, ça marche. Oui, je vais essayer de faire. Je suis assez sensible à cette histoire de vocabulaire là, dont Gonel a parlé. Après, je pense je trouve qu'il y a on parle peu de quelque chose qui me tient à cœur, je pense, dans nos pratiques. Il me semble que moi, je suis il y a un courant, je trouve, qui a pas mal fait ça, mais j'ai essayé de ne pas le fétichiser. C'est la psychothérapie institutionnelle, qui n'a jamais cessé de dire qu'il y avait une jambe freudienne, une jambe marxiste. Bon, pour le dire plus simplement, pour revenir à un langage plus, il y a une jambe de la psychanalyse, mais il y a une jambe politique. Et je trouve que cette articulation avec la politique, elle est importante. Est-ce que tout ce qui vient d'être dit là s'articule avec un contexte politique ? Je fais un lien. Le dernier livre de Rodinesco là, qui est sorti, où elle dit qu'il y a eu un avant et un après le mur de Berlin, qu'il y a vraiment tout un effondrement de certaines valeurs politiques. Je trouve que toutes les discussions qu'on essaie d'avoir actuellement, elles sont intriquées profondément avec ces questions politiques, et que moi j'adore essayer de réfléchir à tout le versant conceptuel de nos pratiques, mais voilà, tout ça pour dire que cette question de retraduire, d'essayer de se réapproprier un vocabulaire ou de le resimplifier, je pense que le contexte politique, il le permet plus ou moins, ou que il va y avoir plein de choses qui vont rentrer en compte. Je dis ça très concrètement, par exemple, et c'est pas pour cliver, mais cette retraduction du vocabulaire, elle a été opérée par les TCC. C'est-à-dire que hier, je regardais un psychiatre de Montpellier qui travaille dans un centre de réhabilitation. Donc déjà, réhabilitation. C'est un mot qui vient pour moi des centres quand on fait une cure de désintoxication, on va en réhab. Je trouve ça particulier de parler de réhabilitation, que le mot soit acquis. Et il ne parlait pas de relation. Ce n'est pas une relation qu'on a avec le patient, c'est une collaboration. Et il n'y a pas de transfert. Par contre, on a des outils à lui donner qui sont effectivement basés sur la notion de loi et non pas, d'efficacité et tout ça. Bon voilà, c'est juste des petites remarques pour dire que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cette espèce de, sans en faire du militantisme à tout va, mais ne pas perdre de vue ce contexte, toute cette politique, tout ce politique qui nous entoure. Et au Centre Artaud à Reims, ils ont reformulé leur projet d'établissement. Centre Artaud à Reims, qui est un centre de psychothérapie institutionnelle, où ils ont justement voulu y mettre des termes un peu plus actuels. Et pourquoi je trouve que c'est important d'être vigilant, c'est qu'à l'heure actuelle, on se fait, pour le dire vulgairement, on se fait dézinguer vraiment par les politiques en place. Moi, je suis dans un secteur, juste très rapidement, où notre chef de pôle a été exclu. Et on a essayé de concilier,
Sauf qu'il y a des connivences qu'il faut pouvoir dire et critiquer sans tomber dans le clivage des approches. C'est-à-dire pourquoi certaines approches neurocomportementales vont de pair avec certains contextes politiques sans dire que c'est la faute des neurosciences. Voilà, c'est cette articulation que je ne trouve pas évidente. Ce n'est pas les neurosciences qui sont de droite. Ça, on l'entend souvent dans les... Voilà. Donc juste cette articulation que je voulais dire. Merci. Merci. Oui, intervenez brièvement. C'est sûr qu'il y a la dimension politique est très importante, mais la dimension économique est encore plus fondamentale. Dans les choix politiques aujourd'hui, on sait que le secteur de la psychiatrie est celui qui a subi les plus grandes restrictions et la plus grande diminution de crédit de tout le champ de la médecine. Oui, merci Baptiste. Beaucoup de choses dans ce que tu dis. Moi, je dirais que déjà, les deux propositions que je fais, qui sont des efforts à faire, en fait, sont des actes politiques. C'est de la politique locale. Et c'est en espérant qu'effectivement, ça puisse déboucher sur un niveau politique plus haut, mais c'est de la politique locale. Quand on prend le temps avec un psychiatre, en fin d'une consultation qu'on a fait avec lui, de lui expliquer, en passant par cas, tout ce qu'on voit, ce qu'on a pu voir chez le patient, en quoi ça peut l'aider, etc., on fait de la politique. Parce que lui, ensuite, il va parler à ses collègues. Ah bah oui, j'ai fait ci. Puis les collègues vont parler au chef de pôle. Puis. Enfin, si tout le monde fait ce travail, oui, tu vois, il me semble que c'est politique. C'est pas que épistémologique, quoi. Et puis deuxième chose, dans ce que tu dis, c'est intéressant. C'est ce qu'on a abordé, enfin ce que Pierre-Marie, Bruno Falissard ont abordé aussi. C'est la question du mot et de la chose, quoi. C'est vrai qu'on a tendance à se dire, Freud disait, il faut revenir à Freud, si on cède le mot, on cède sur les choses. C'est un peu le totem. Donc on se dit non, il faut garder les mots. Enfin, je pense que c'est une phrase qui fait qu'on garde les mots. Sinon, on cède sur la chose. Moi, je pense que cette phrase, elle est à la fois un peu vraie et un peu fausse. C'est-à-dire qu'on peut céder sur les mots, mais pas sur tous les mots. On peut céder sur un mot, mais ne pas céder sur d'autres mots. On peut un petit peu décaler les choses. On peut un peu retraduire et on ne va pas céder sur la chose. Bien évidemment, le but, c'est de ne pas céder sur la chose. Sinon, on est du côté que je désignais comme on abandonne le cœur épistémique. Donc voilà, c'est des petites réglettes à bouger, et je pense que c'est politique. C'est politique. C'est pour ça que je l'amène ici, c'est que c'est à chacun de s'en saisir au quotidien. Oui, c'est comme les petits gestes écologiques. On a l'impression que c'est pas grand-chose, mais bout à bout, si chacun fait ça en institution, on bouge un peu des choses, on fait basculer des lignes de force, etc., etc. Il y avait un député ici, oui. Très important. Non, le service social de la psychiatrie. C'est plus qu'important, parce que le paradigme des temps modernes est tellement dans nos têtes, parce que ce que disait à l'instant Gaël, c'est si les psychanalystes fétichisent leurs concepts, ça participe de cela aussi. Parce qu'on s'imagine que les concepts, surtout s'ils sont obscurs, parce qu'il suffirait simplement de faire une question de cours, définissez le concept de castration. C'est le jeu que je voulais faire. En une page, hein, et nous allons ramasser les copies dans 5 minutes. Il y aurait autant de définitions que peut-être. Sans doute aucun accord sur ce que c'est. Comment Yurgos Je voulais poser une question. Oui. Tu voulais le faire, ce jeu. Je ne vais pas interrompre. On verrait que c'est un oui. non maîtrisé. Oui. Répète. Mais on répète un peu, c'est complètement fétiche. Je suis très sensible, je veux dire, à ce que tu disais, Ganaël, donc le fait qu'il va falloir qu'on explique déjà, c'est que chacun de nous, je veux dire, des psychanalystes, donc il comprend, je veux dire, par chaque concept. Et puis, bon, de l'autre côté, je veux dire, il y aurait tout intérêt aussi qu'il y ait des psychiatres biologiques, je sais pas, qui essayent aussi d'expliquer, je veux dire, qu'est-ce qu'ils entendent par leur concept. Par exemple, je suis très sensible contre Bruno Falissard en parlant des antidépresseurs. Je ne vous identifie pas comme un psychiatre biologiste, mais en tout cas, quand vous parlez des antidépresseurs, vous dites que c'est des médicaments antidouleurs psychiques. Vous voyez, c'est bien plus près de la réalité clinique. Hein, c'est ça, par ailleurs, que parfois ils sont même des antidouleurs somatiques. Hein, voilà, ça agit sur la douleur. C'est beaucoup plus près de la clinique que de parler des antidépresseurs ou des antipsychotiques, qui est un abus de langage d'ailleurs. Antipsychotique, ça veut dire contre les psychotiques. Hein, de parler de médicaments qui, éventuellement, filtrent la sensorialité. Hein, donc c'est beaucoup plus près de la réalité clinique. Voilà. Donc c'est vraiment un dialogue possible si on dit, qu'on soit psychanalyste ou psychiatre, qu'est-ce qu'on entend du fait de notre pratique, je veux dire, par tel concept.
ou par tel, je sais pas, terme de la théorie. Voilà. Je crois qu'il faut qu'on fasse, qu'on remercie nos 3 intervenants. Je crois que c'était une matinée passionnante, enfin un début de matinée passionnant. Je les applaudis encore un peu.